Je vais donner maintenant la parole à nos deux anciens secrétaires de séance de l'Académie de chirurgie qui vont prendre en main cette journée, cette session. Et donc, Serge Aurore. Donc, tout de suite, on va laisser la parole à Julie Manon. Julie Manon vient de la Fondation Saint-Luc pour nous parler des pertes de substances et qui a beaucoup travaillé sur les pertes de substances et sur le périos reconstruit. On l'écoute avec attention, en respectant bien les 10 minutes, bien sûr. Merci beaucoup. Messieurs les présidents et vice-présidents de l'Académie nationale de chirurgie, chers membres de l'Académie, je tenais tout d'abord à vous remercier de nous offrir l'opportunité de présenter nos travaux à cette occasion. Et c'est avec un grand honneur de pouvoir vous partager notre cheminement vers un périostre reconstruit. Alors en chirurgie orthopédique, les traitements sanglants des traumatismes, des résections tumorales, des infections peuvent engendrer de vastes pertes de substances osseuses qui évoluent dans un environnement mécanique instable, faiblement vascularisé, souvent fibrotique et non propice au processus normal de guérison osseuse. Les possibilités thérapeutiques comprennent l'autogreffe, l'allogreffe massive, ainsi que les produits synthétiques, mais tout ceci reste toutefois grevé de complications significatives, car dépourvu d'un réel effet biologique qui, jusqu'à présent, n'a été exploré ou valorisé que par la méthode de la membrane induite décrite par le professeur Alain-Charles Masquelet. Le présent travail s'inspire de cette méthode et vise, en exploitant les techniques d'ingénierie tissulaire, à produire une membrane qui serait un substitut de périoste, à la fois par un apport vasculaire et de cellules squelettogènes, à la périphérie de cette perte de substance à reconstruire. Pour ce faire, 3 concepts de base sont à prendre en considération: le périoste, la médecine régénérative et le concept Diamond. Le périoste, tout d'abord, est cette membrane fibreuse qui entoure l'os. Donc, depuis les travaux du professeur Lacroix, le périoste est connu pour participer à près de 80% de la consolidation osseuse après une fracture chez l'adulte et joue également un rôle dans la croissance transversale des os chez l'enfant. Cette membrane richement vascularisée se compose de deux couches successives. La couche externe, appelée couche fibreuse ou stérile, est principalement composée d'éléments matriciels, incluant notamment le collagène de type 1 et des fibroblastes. La couche interne, dénommée couche cambiale ou fertile, elle est juxtaposée à l'os cortical et participe au remaniement osseux ainsi qu'à l'initiation du cal fracturaire grâce à la présence primordiale des cellules souches mésenchymateuses. Le nombre d'auteurs qui s'intéressent au périoste s'est largement accru ces dernières années, preuve étant le nombre presque exponentiel d'articles traitant du périoste, de l'ingénierie tissulaire ou de la médecine régénérative depuis les années 2000. La médecine régénérative, ensuite, est basée sur la capacité à décellulariser et recellulariser un organe ou un tissu. En effet, un tissu natif est constitué d'une matrice extracellulaire qui assure son architecture et sa stabilité, ainsi que de cellules et de facteurs de croissance qui assurent sa fonction principale. Ce tissu natif est donc un tissu vivant, capable de fonctions biologiques et mécaniques, et qui possède une certaine immunité propre, responsable du rejet lors d'une transplantation d'un patient à un autre. Le but du processus de décellularisation est, comme son nom l'indique, de supprimer toutes les cellules du tissu, tout en assurant néanmoins la persistance de la matrice. Le tissu ayant conservé sa structure architecturale préserverait alors ses propriétés mécaniques, mais l'absence d'éléments cellulaires le réduirait à l'état de tissu mort, incapable de fonctions biologiques ou immunitaires. Autrement dit, le tissu décellularisé s'apparenterait donc à un fantôme transplantable, passant et déjouant le contrôle de police immunitaire des patients. La recellularisation s'impose donc inévitablement comme la seconde étape du processus de médecine régénérative, visant à restaurer la vie et le potentiel régénérateur en fonction du type cellulaire implanté. Le troisième concept a été mis en évidence par M. Gianoudis en 2007 et qu'il a surnommé le Diamond Concept. Il s'agit en fait d'un diamant façonné de telle manière que les 5 sommets sont indispensables à la restauration de la vie dans une allogreffe osseuse. La présence donc simultanée de médiateurs ostéo-inducteurs, de cellules ostéogéniques, d'une matrice ostéoconductrice, d'une stabilité mécanique et d'une vascularisation adéquate, le tout intégré dans un modèle de bioréacteur naturel qu'est le corps humain, permettrait d'atteindre un taux de consolidation de 89 à 100% après une chirurgie pour perte de substances osseuses. Donc, afin d'envisager la reconstruction par ingénierie tissulaire d'un greffon de périoste parfait, ces 5 aspects doivent être explorés et pris en compte simultanément.
Prenant en compte donc ces 3 concepts de base, des périostes et fascialata humains ont été prélevés et analysés pour établir une comparaison entre les 2 tissus natifs. Ils ont ensuite été décellularisés dans le but de créer une nouvelle membrane périostée à partir de l'une ou l'autre matrice. Après avoir caractérisé celle-ci, les patchs ont été stérilisés par irradiation gamma et recellularisés avec des fibroblastes humains pour évaluer l'absence de cytotoxicité à partir des produits résiduels de la décellularisation et évidemment dans la perspective d'être réensemencés plus tard par des cellules souches ostéogéniques. Les résultats préliminaires de notre étude nous amènent donc à caractériser ces matrices pour évaluer la possibilité de les interchanger. Tout d'abord, le prélèvement d'un périoste ou d'un fascialata humain ne constitue pas le même challenge. Tandis que le premier est un prélèvement en profondeur, au contact de l'os, avec la nécessité d'un abord chirurgical extensif, précautionneux et time-consuming, le deuxième est d'une facilité bien plus importante, réduisant considérablement le temps de chirurgie et est déjà prélevé et stocké en biobanque dans notre pratique clinique quotidienne. Alors bien que ces 2 tissus présentent des différences morphologiques visualisées ici par la microscopie électronique, avec des fibres de collagène d'une densité et d'une organisation sensiblement différentes, leur composante moléculaire est identique. L'histologie nous dévoile donc 2 membranes constituées principalement de fibres de collagène de type 1, comme surligné également par l'immunohistochimie spécifique. En revanche, le compartiment cellulaire semble plus important dans le tissu périosté, comme en atteste l'IHC ciblant le complexe majeur d'histocompatibilité, qui est donc cet antigène de surface immunitaire présent dans la membrane cytoplasmique. La confirmation de toutes ces observations passe par un dosage quantitatif des protéines matricielles, ainsi que de l'ADN présent dans ces tissus. En effet, la différence mécanique incontestable de ces 2 tissus représentés par ces 2 courbes contraintes de déformation peut être expliquée spécifiquement par la quantité significativement plus importante de collagène dans le fascialata. En revanche, la quantité d'élastine et de glycosaminoglycan reste relativement semblable dans les 2 tissus. Et la deuxième différence quantitative réside dans la présence d'ADN. En effet, le fascialata n'atteint pas la quantité cellulaire du périoste, qui est bien plus riche en cellules fibroblastiques et en cellules souches mésenchymateuses, qui sont évidemment confinées dans sa couche cambiale. Le fascialata diffère donc sensiblement du périoste, mais reste attractif pour son prélèvement aisé, sa surface et sa résistance mécanique, ainsi que sa gamme d'applications chirurgicales validées, bien qu'il soit encore inexploré comme substitut pour la reconstruction osseuse. Le processus de décellularisation des 2 membranes a pu être donc réalisé avec succès. Que ce soit l'histologie, la SEM, l'immunohistochimie ou le DAPI, tous confirment bien la disparition des composants cellulaires et immunitaires associés, ici illustrés pour le fascialata. Et de plus, l'IHC spécifique pour le collagène de type 1 suggère une préservation de la matrice. Là aussi, les dosages quantitatifs appuient nos observations microscopiques. Donc la quantité d'ADN franchit bien le seuil théorique des 50 nanogrammes par milligramme de poids sec, tandis que la quantité de collagène, ici, est préservée. En revanche, les processus de décellularisation détruisent en partie les gags et l'élastine, mais dans une moindre mesure, étant donné la quantité initiale relativement faible de ces protéines. Des fibroblastes humains ont ensuite été réensemencés sur ces patchs de matrice acellulaire et cultivés in vitro pendant 7 jours. Un test de PrestoBlue a été réalisé tous les 2 jours pour évaluer la cinétique de survie, mais aussi et surtout la croissance cellulaire sur les patchs, et ce pour chaque protocole de décellularisation utilisé. De manière globale, le nombre supérieur de cellules au 7e jour témoigne d'une prolifération cellulaire efficace, et la pente de croissance est plus rapide lorsque les cellules sont ensemencées sur un patch que lorsqu'elles sont simplement cultivées en puits de culture. En faisant le rapport du nombre de cellules après 7 jours, ici en dessous, on s'aperçoit également que celui-ci a doublé en moyenne par rapport au contrôle. Après 7 jours, les patchs ont également été sacrifiés et leur coloration HE révèle une colonisation cellulaire de surface avec un début d'envahissement plus profond dans la matrice. Le LiveZ, ici présent, fait la distinction entre les cellules vivantes représentées en vert et les cellules mortes en rouge. Et l'histogramme ci-joint nous montre que la viabilité cellulaire est proche de 100%, tant pour n'importe quel protocole de décellularisation que pour les contrôles. La matrice est donc un milieu accueillant, permettant une prolifération cellulaire plus importante que dans les puits de culture classiques.
Le fascialata décellularisé offre donc une matrice résistante, disponible, non immunogénique et biocompatible. La technique de recellularisation a permis de confirmer donc, la croissance cellulaire fibroblastique aux prémices donc, de la reconstruction d'un néopérios fonctionnel. Notre idée est donc de rassembler les éléments nécessaires à la viabilité et l'homéostasie osseuse, à savoir une architecture biomécanique apportée par notre matrice acellulaire, une biologie restaurée par... Désolé, ça marche tout seul. Donc une biologie restaurée par l'ensemencement de cellules souches mésenchymateuses ostéoprogénitrices. Une capacité ostéo-inductrice stimulée par l'apport en facteurs de croissance et la stabilité mécanique de l'allogreffe massive. Donc ces éléments acquis de par nos résultats correspondent à 4 angles du concept Diamond, mais évidemment, il faut absolument étudier l'apport vasculaire qui a été notamment décrit par le professeur Masquelet, et ça permettra évidemment de compléter le 5e angle du diamant et de pouvoir créer un substitut de périos vivant, revascularisé, repeuplé de cellules souches ostéoprogénitrices et transplantable en un seul temps chirurgical. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.